La dernière conversation à proprement parler donc sur le pépé de la journée avec Langue et Territoire, avec Yann Lespous, Marcel Météorong, vous avez également Miro Spaya et du coup à la modération Jacques Vernaudon et je vais donc laisser la place à nos intervenants. Ah oui. Bon, écoutez, Yaranata Top Atoa et Yavatea. Donc je suis chargé d'animer, de distribuer la parole. Donc je vais essayer de parler le moins possible et je vais laisser d'abord les personnes qui sont avec moi se présenter elles-mêmes et on va commencer par Miro, si tu veux bien dire qui tu es. Et je vais vous demander à chacun, chacun à votre tour, de préciser évidemment la langue pour laquelle vous êtes ici et le territoire qui est associé à cette langue, puisque le thème c'est langue et territoire. Merci. Bon, ben, j'ai la lourde responsabilité de commencer. Et donc, comment dire, donc, en fait, ma langue maternelle est le tahitien. Donc, je suis des îles sous le vent de Taha. Et donc, par rapport à on va dire, le territoire, malheureusement, le tahitien n'est pas seulement parlé donc, à Taha, mais aussi donc, sur l'archipel de la Société, mais aussi ailleurs. Donc, en fait, sur toute la Polynésie française, on peut compter 6 à 7 langues polynésiennes. Et voilà pour, on va dire pour commencer, pour la présentation sur le territoire et les langues polynésiennes. Yann, si tu veux bien te présenter. Alors, moi, en ce qui me concerne, donc je vais parler de l'occitan, qui est la langue que j'enseigne, enfin dans laquelle j'enseigne. J'enseigne l'histoire de l'espace occitan. Je ne suis pas linguiste, je suis historien, mais je le fais dans la langue. Et donc, l'espace occitan, c'est en gros un grand tiers sud de la France métropolitaine, en enlevant la Catalogne, le Pays Basque. Et en gros, donc, on part de l'estuaire de la Gironde, on remonte au nord du Massif central, on redescend entre Lyon et Valence, puis on remonte jusque vers Gap dans les Alpes, plus des vallées alpines italiennes et une vallée espagnole qui s'appelle le Val d'Aran. Donc voilà, c'était l'espace occitan, c'est ce grand ensemble linguistique, et donc ce qui est une langue, par ailleurs, une langue dialectale, hein, c'est-à-dire qu'on a des variations entre, on va dire, des grands dialectes, gascon, provençal, languedocien, nord-occitan. Merci Yann. Marcel, s'il te plaît. Ok, donc moi, ça va être un peu difficile parce qu'au Vanuatu, on a plusieurs langues officielles déjà. Et le Bislama, il englobe un peu un territoire qui va hors pays aussi, qui part de la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à chez moi au Vanuatu. Donc, je vais préférer parler de ma langue de chez moi, l'Atavao, de notre territoire de gens de Vao. Et donc sur le Latavao est parlé sur une île particulière, donc de Malakula, tu disais, et à quel endroit sur cette île? Au nord-est de Malakula. Et le Latavao, ça veut dire déjà juste le lieu des gens de Vao. Mais ça veut aussi dire la langue dont je parle. Et c'est reconnu aussi dans toutes les îles et sur l'île de Malikola aussi. Donc quand j'entends quelqu'un me le dire ou j'entends quelqu'un dire à quelqu'un d'autre, je sais d'où il est, d'où il vient, qu'on peut communiquer, tout ça. Donc là, oui, là le langage, il prédomine vraiment dans l'endroit, juste l'endroit où on est, et ça permet aussi de véhiculer des secrets entre nous, de gens de territoire, oui, du territoire de l'Atavao. D'accord. Juste une précision, et sur Malakula, il y a d'autres langues qui sont parlées? Il y a près d'une centaine de langues. Juste sur le Vanuatu en général, tu veux dire, ou sur... Oui, sur le Vanuatu en général. Je pense qu'il y a beaucoup, mais ça dépasse la cinquantaine. D'accord, ok. Alors, donc ces langues, vous en êtes donc les porteurs aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de leur vitalité? C'est-à-dire quel regard vous avez sur leur transmission, sur l'état de leur vitalité, dans l'état dans lequel elles sont aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Alors, en fait,
c'est un peu complexe parce que, bon, déjà, on a la chance en Polynésie française d'être plurilingue. Et donc, si on se limite uniquement au niveau des langues polynésiennes, j'avais dit qu'elles étaient 7 ou 6. Il faut savoir qu'il y a aussi des variétés dialectales. Donc, à l'intérieur, par exemple, d'un ensemble comme de l'archipel des Tuamotu, il y a à peu près 8 variétés, en fait, et qui portent un nom. Donc c'est assez, enfin je veux dire que les langues sont déjà distribuées de manière un petit peu inégale, hein, donc ou dispersées, puisque il y a à peu près 120 îles ici en Polynésie française. Après, il y a aussi, on va dire, une hiérarchie entre ces langues. Donc, par exemple, le tahitien est numériquement plus parlé que les autres langues polynésiennes et aussi dispersé sur les territoires. Ça veut dire que le tahitien est à la fois une langue vernaculaire, donc parlée uniquement par la population des îles de la société, mais aussi une langue véhiculaire puisqu'elle est aussi parlée et comprise ailleurs, donc dans les autres archipels, alors que dans ces autres archipels, il y a déjà des langues vernaculaires. Donc, en somme, le tahitien est donc un peu, on va dire, prédomine par rapport aux autres langues polynésiennes. Après, il y a le français, qui est à peu près au même niveau que le tahitien, à part que, effectivement, elle a un statut officiel que le tahitien n'a pas. Donc, il y a une hiérarchie, en fait, de ce qu'on appelle, en fait, diglossie, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, il y a des langues qui sont beaucoup plus parlées, beaucoup plus valorisées que les autres. Donc, voilà. Merci. Yann, sur la vitalité et éventuellement un peu la question des statuts des langues. Mais je vais rebondir là-dessus, je vais reprendre ma casquette d'historien. Je ne connais pas trop la situation polynésienne, mais par contre je peux parler de la situation métropolitaine pour toutes les langues, parce que je pense en plus avec la Polynésie, il y a vraiment une question de colonisation qui vient se poser en plus. Mais en fait, la France souffre depuis longtemps de quelque chose qui est une idéologie linguistique qui a été transmise, selon laquelle le français était la seule langue capable de transmettre un certain nombre d'idées. Et il y a l'idée que le français porterait intrinsèquement les valeurs de la République et des droits de l'homme. D'ailleurs, on appelle ça la langue des droits de l'homme, c'est pas pour rien. Et les Français, ça avait commencé avant la Révolution, mais ça s'est développé, et notamment à partir de la période de la Terreur, cette idéologie selon laquelle aucune autre langue, et pas seulement les langues dites régionales, aucune autre langue dans le monde n'est capable de porter ces valeurs. Et ça a créé quelque chose qui est une politique unilingue. C'est-à-dire on a nié la possibilité du bilinguisme. Parler autre chose que le français, d'une part, ce n'était pas utile, puisque le français portait déjà toutes les valeurs essentielles. Et en plus, ça a amené le soupçon de vouloir aller à l'encontre des valeurs du français. Et donc il y a vraiment eu une politique linguistique et une idéologie linguistique qui s'est transmise, qui a consisté à éradiquer peu à peu les langues dites régionales. Et c'est passé bien sûr par l'école, mais aussi par la mise en place d'une situation de diglossie qui a été intégrée par les populations, bien entendu, parce qu'à un moment les gens se disaient... Moi, je suis puni à l'école quand je parle ma langue. Si je la transmets à mes enfants, ils seront punis aussi. Et je vais donc les handicaper dans la vie. Donc, ça a créé vraiment l'idée selon laquelle il ne fallait parler qu'une langue en France. Donc, ça a créé des situations assez variées, finalement, puisqu'on a des langues dites régionales. On a toujours ce problème de détermination, de dénomination. Mais dans ces langues dites régionales, il y a celles qui ont... des supports de l'autre côté des frontières, le basque, le catalan, il y a au sud des Pyrénées des communautés fortes qui parlent ces langues-là, donc qui viennent soutenir
les communautés en France. On a d'autres langues qui sont vraiment parlées quasiment que sur le territoire métropolitain. Et à ce moment-là, effectivement, ça a créé donc un recul de ces langues et la réappropriation de ces langues avec fierté, je dirais. C'est quelque chose d'assez tardif. C'est quelque chose qui va revenir vraiment à partir des années 60, 70, 1960, 1970, et inverser aujourd'hui plusieurs siècles de recul, ça devient quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors aujourd'hui, on a le droit d'enseigner ces langues-là, on enseigne l'occitan, on ne sait même pas combien on a de locuteurs en occitan aujourd'hui. On ne sait pas parce que les statistiques ne sont pas faites. Il n'y a pas de statistiques dessus, il n'y a jamais de questions sur la langue des gens. Et on a uniquement du déclaratif sur des enquêtes très partielles. Donc on estime, par exemple, que pour l'occitan, on aurait éventuellement entre 500 000 et 1 million de locuteurs. Mais en réalité, on ne sait pas. Et aujourd'hui, on a un enseignement qui est possible, qui existe avec différentes variantes. On a de la simple option linguistique, sensibilisation, jusqu'à l'immersion, c'est-à-dire des cours qui se font entièrement dans la langue. Donc on produit littéralement des élèves qui peuvent parler la langue, mais qui par contre n'ont pas la possibilité de la parler dans la société en dehors de l'école. Puisque par contre la langue est invisibilisée dans la société, parce qu'on a énormément de freins, parce que tout simplement, chaque fois qu'il y a une avancée, il y a quelqu'un qui va demander au Conseil constitutionnel de trancher, et le Conseil constitutionnel dira toujours que l'article 2 de la République dit que la langue de la République est le français, et que donc autoriser d'autres langues, d'autres locuteurs à parler leur langue, c'est créer des inégalités. Donc donner des avantages à ces locuteurs, puisque c'est considéré par le Conseil constitutionnel comme des avantages, ça revient à créer des inégalités entre les citoyens, et donc on l'interdit. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai essayé d'être... désolé si je suis un peu long là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en perspective sur la situation actuelle. La situation actuelle, elle est assez hypocrite dans l'ensemble, c'est-à-dire on donne le droit d'enseigner des langues, mais on ne laisse pas vraiment le droit aux gens de les utiliser derrière, dans un cadre qui soit autre que le cadre privé. Dans la vie publique, ces langues n'existent pas. On ne peut pas avoir de documents officiels bilingues, par exemple, sauf sur des endroits très spécifiques, comme la Corse, où il y a un statut qui n'est pas vraiment un statut d'autonomie, mais qui est un statut particulier. Et donc voilà, on se retrouve dans cette situation-là, où on peut enseigner la langue à des gens qui n'ont pas toujours la possibilité de la parler, sauf entre eux. Merci Yann, merci pour ton témoignage. Avant de passer la parole à Marcel, je voulais juste vous dire que ce qu'explique Yann s'applique dans une certaine mesure à la Polynésie française, puisque ça relève d'une politique linguistique qui est celle de la France et qui se décline aussi dans les collectivités outre-mer. Pour te donner un exemple, Yann, pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est qu'ici, il y a eu un certain nombre de lois qui ont été annulées par le Conseil d'État parce qu'au sein de l'Assemblée de Polynésie française, des élus avaient pris la parole en tahitien. Alors ensuite, il y a eu un compromis qui a été trouvé avec la mise en place d'un système d'interprétariat. Mais donc, le Conseil d'État veille scrupuleusement à l'application de l'article 2 de la Constitution qui dispose que le français est la langue de la République, ici comme sur le territoire hexagonal. Alors, on va changer de cadre politique, en fait, et on va au Vanuatu, qui est un pays indépendant aujourd'hui. Et c'est pour ça que ton témoignage est tellement précieux. D'une manière comparative, quelle est d'abord la vitalité de ta langue à toi, le Latavao, et quel est dans le paysage linguistique du Vanuatu, quel est le regard porté par les autorités politiques sur ce patrimoine linguistique? Ok, je vais un peu ramener tout vers une histoire. C'est un vieux qui, au temps du condominium, donc au Vanuatu, on a deux autorités qui nous ont colonisés, les Britanniques et la France. Donc, dans cet environnement-là, il y a un vieux qui marche sur une plage, qui traverse
une plage qu'il avait l'habitude de traverser. Sauf que le condominium a vendu ses terres à quelqu'un, un Français. Donc lui, il voit quelqu'un passer dans sa propriété, ce que le vieux, lui, n'avait pas compris. Il se fait arrêter. Il est emmené au tribunal. Au tribunal, lui, il n'a pas le droit de parler bichlama. Il ne comprend pas le français, il ne comprend pas l'anglais. Le juge, il est anglais. L'avocat, il est français. Le gars qui écrit là, il est Dutch. Et le gars qui défend la République, c'est un Portugais. Le vieux, il est là devant toutes ces langues-là et il ne comprend pas ce qui se passe. À la fin, il est enfermé. Quand il ressort, il dit à tout le monde, on garde nos langues. On garde nos langues et on parle entre nous avec nos langues, comme eux, ils l'ont fait à nous. Donc, à partir de là, je vais dire presque tout le Vanuatu, ils vont dans cette direction. On garde nos langues, on refuse le français, on refuse le bichlama et l'anglais, et on garde nos langues. Il y a l'indépendance qui arrive, donc là il y a un nouveau souffle. Donc là on accepte le français, on accepte l'anglais et le bichlama. On continue de parler notre langage. Ça donne quelque chose, genre, dans ma maison, on parle mon langage. Je sors de ma maison, on parle le bichlama. Je vais à l'école, on parle soit l'anglais ou soit le français. Ça dépend de l'école que nos parents nous ont dirigée. Aujourd'hui, on est au Vanuatu, on est une 80aine d'îles, donc une centaine de langues. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métissage. Donc le bichlama, il prime à la maison. Le vernaculaire, il perd un peu, mais il est gardé dans l'île. Il est gardé dans l'île même où la langue, elle est perpétuée. Et par cette langue-là, on peut encore, nous, entre gens de l'Atabao, on peut communiquer, on peut se dire des choses sans que l'autre sache. Et on n'utilise plus cette langue dans ce sens-là, en fait. Alors, je vais rester avec toi, Marcel, justement, parce que je reviens sur la question de langue et territoire. Qu'est-ce que la langue qui est attachée à un territoire nous dit de ce territoire? Qu'est-ce que vous dites en latavao, par exemple, qui ne se dira pas dans une autre langue? Tu as parlé de secret, mais est-ce que tu veux bien peut-être nous dévoiler un petit voile de ces secrets, ou nous dire quelles sont les connaissances dont tu sais que toi, tu ne les as apprises que dans cette langue-là? Okay. Le latavao, ça détermine là, le territoire d'où je viens. Mais dans ce territoire-là, moi, je viens d'un Nasara. Et ce Nasara-là, il est organisé un peu comme ici, avec des pierres. Là, des tam-tams debout, plantés dans la terre, il y a un dolmen. Et les pierres-là, elles sont un peu comme des chaises, des trônes. Où Donc ce Nasara-là, il raconte. Il me raconte à moi, dans la langue, comment le village il s'est formé, grâce à toutes ces pierres-là qui ont chacun leur signification et chacun leur valeur aussi. Ça, c'est le Nasara. Donc là, le Nasara, il me dit mon appartenance au village. À partir du village, j'ai une appartenance au clan. Et mon clan, là, j'ai mon histoire à moi, de mon ancêtre qui a passé certains lieux et qui est arrivé jusqu'à cette destination-là. Tous ces lieux-là, ils sont enregistrés et ils ne m'appartiennent pas, mais j'appartiens à ces lieux. Donc je peux aller dans tous ces lieux un peu comme je veux, en fait. Donc c'est tout ça que cette langue-là me permet de faire. Et ici, si un jour des gens de Vao, de chez moi, ils viennent pour danser, je peux aller danser avec eux. Des gens de notre île, là, je ne pourrais pas aller danser avec eux. Donc il y a aussi ça, on appartient à une langue, mais on est gardé par cette langue et on doit quelque chose à cette langue et on ne peut pas faire d'autres choses pour d'autres langues. Yann, je te pose la même question. Qu'est-ce que l'Occident te dit de ton territoire, du territoire où tu vis, que tu ne trouveras pas en passant par le français et par d'autres langues? Aujourd'hui, pas grand-chose, en réalité, puisque les locuteurs de l'occitan
sont très peu nombreux. Et donc, ça reste finalement essentiellement une langue alors, qui pendant très longtemps était cantonnée à la maison, ou à la communauté, à la petite communauté d'un endroit. Aujourd'hui, de moins en moins. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va se dire en occitan? On va se dire des trucs d'occitanistes, quoi. C'est les militants occitans qui se parlent entre eux en occitan, essentiellement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est justement de trouver une place pour l'occitan dans la société, dans l'espace public. Aujourd'hui, se parler en occitan, c'est tourner en rond entre nous, entre occitanistes, souvent. Hein, on le parle par militantisme, parce que voilà, on ne veut pas que la langue disparaisse, on a envie de la transmettre, mais aujourd'hui, on cherche les moyens de pouvoir l'utiliser ailleurs. Est-ce que néanmoins la langue et la connaissance de la langue te donnent accès à la compréhension de certains toponymes, d'un ancrage à nouveau, je m'appuie sur le témoignage de Marcel, c'est-à-dire qu'il y a non seulement le nom des lieux, mais derrière chaque lieu, derrière chaque pierre, il y a un nom, et derrière chaque nom, il y a une légende, une histoire qui raconte l'histoire de ce lieu. Est-ce qu'on a l'équivalent? Oui, la toponymie, en plus d'une manière amusante, régulièrement, puisque l'IGN est passé par là. Et que les gens de l'IGN, quand ils ont recherché les noms des lieux, les ont pas toujours transcrits de manière très correcte. Donc ça peut donner des choses un petit peu comiques, mais effectivement, c'est comprendre. Je me souviens d'avoir eu comme ça une conversation avec des parents d'élèves quand j'enseignais dans un collège. À Agde, à côté de Montpellier, il y avait eu des grandes inondations. Et il y avait plusieurs lotissements qui avaient été vraiment ensevelis sous les eaux. Et il y avait des parents là, un petit peu virulents dans une réunion où je présentais l'option d'occitan, qui me disent mais de toute façon ça sert à rien. À quoi ça sert d'apprendre l'occitan? Et je leur ai dit déjà à pas construire sa maison dans un lotissement qui s'appelle l'Estagnol parce que c'est le petit étang. Et qu'effectivement quand il va pleuvoir, voilà ce qui se passe. Mais, voilà, ça c'était donc il y a ça, effectivement. Aujourd'hui, c'est ça. Et l'occitan, par ailleurs, parce que je pense que les territoires, c'est aussi des territoires ouverts, c'est aussi s'offrir à l'altérité. L'occitan, pour moi, aujourd'hui, c'est aussi un moyen, ma connaissance de l'occitan, c'est ce qui me permet de communiquer avec tout un tas d'autres Européens. Parce que c'est une langue romane. Moi, par exemple, j'enseigne à Montpellier, mais j'habite à Barcelone. Barcelone, avec l'occitan, j'arrive à me débrouiller, à mieux comprendre l'espagnol, à parler catalan. Quand je vais en Italie, j'arrive à me faire comprendre aussi. Voilà, c'est aussi tout ça. Merci Yann. Mirose, même question. Qu'est-ce que le tahitien te donne à connaître du territoire? Ah oui, c'est la preuve que la langue et le territoire est très lié. La langue fait le territoire. Donc, par exemple, pour dire la langue tahitienne, c'est Reo Tahiti. Et encore, on sait que ce n'est pas uniquement en Tahiti que le tahitien est parlé, mais pour les autres, par exemple, pour les Australes, c'est Tuape. Et donc, c'est Reo Tuape. Et donc, on décline comme ça. Pour le marquisien, c'est Eo Enana ou Eo Enata. Donc, le pays, l'île, les marquises s'appellent Enana ou Enata. Donc, on a vraiment tout de suite la langue et à la fois le territoire. Mais si on reste concentré sur le tahitien donc, dans lequel tu as grandi, qu'est-ce que tu sais de ton territoire, de l'île dans laquelle tu as grandi, que tu as appris par le tahitien, et tu sais que c'est par le tahitien que ça s'apprend le mieux, que ça ne sera pas par le français ou par toute autre langue. Les toponymes, les légendes liées à la... Oui, je voulais dire que les toponymes en soi, en soi est quelque chose
c'est un choix effectivement qui est donné donc à une population pour marquer la langue et marquer le territoire. Donc voilà, tous les toponymes, dès lors qu'on passe à des toponymes, on va dire polynésiens, on sait exactement pour les rues, par exemple, ou pour, voilà, pour un endroit, ou même pour comment dire, une maison. Enfin, c'est quelque chose qui, déjà, enfin, permet justement de donner du pouvoir à la langue. Et donc la langue aussi donne le pouvoir, c'est une question de pouvoir qui donne en fait au territoire. Par exemple, c'est bien le cas pour le français, la politique de francisation, qui au-delà de la France, donc a pris, comment dire, des proportions, enfin une proportion, des proportions, mais aussi le tahitien, puisque le tahitien est au-delà en fait de Tahiti et des îles sous le vent, mais c'est également dans toute la Polynésie française. Donc c'est plus le territoire est vaste et plus la langue prend aussi voilà, prend de l'importance. C'est le cas pour le tahitien. D'accord, merci. Marcel, tu veux bien qu'on parle un petit peu du Bishlama? Donc tu nous as expliqué un peu dans quel contexte cette langue est née. C'est une langue de contact liée à la phase de colonisation en fait, hein, et de blackbirding. Tu évoquais aussi ça. Tu peux revenir sur cette histoire du... Le Bishlama en fait c'est un langage qui a été ramené de l'Australie pendant la période d'esclavage, de blackbirding. Quand ils venaient kidnapper nos grands-pères. Et ils ont inventé en fait cette langue pour pouvoir communiquer entre eux, parce qu'ils venaient un peu de différentes îles, de différents pays aussi. Et ce langage, il leur a été instruit par les aborigènes. Comme quand ils prenaient la fuite, c'était un peu les premières personnes qui trouvaient un peu hors plantation. Et avec eux, en fait, c'est les aborigènes qui leur ont un peu enseigné ce langage pidgin, l'anglais un peu enfin, mis à leur sauce. Et ils ont ramené ça avec. Ils sont venus avec dans les bateaux quand ils sont revenus. Après la période que l'Australie, ils ont découvert des trucs, genre de l'or, des diamants. Donc tous les esclaves, ils les ont renvoyés, les Chinois, les Tongiens, les Vanuatais, tout le monde. Ils les ont renvoyés. Donc eux sont revenus avec cette langue-là. Et cette langue-là, elle s'est propagée un peu dans toute la Mélanésie. Et même jusqu'en Nouvelle-Calédonie, même qui était français en ce temps-là, mais ils parlaient un peu de ce langage-là, le Bishlama. Après, on l'a utilisé pour construire notre indépendance. Donc un peu tous ces pays-là, on s'est un peu réunis un peu autour de cette langue, un peu pour communiquer et faire notre indépendance. Donc le Bishlama, il est né un peu de là. Merci Marcel. Est-ce que je peux te demander, Marcel, de nous dire quelques phrases en latavao d'abord, pour que les gens puissent entendre la langue, et puis ensuite en Bishlama, pour qu'ils puissent déjà entendre ces deux langues que tu parles toi, parce que tu parles en fait le latavao, le Bishlama, le français, peut-être l'anglais. Tu parles un peu anglais? Un petit peu, non? Mais je ne vais pas te demander de parler l'anglais. Ce que je veux dire, c'est que les gens se rendent compte du nombre de langues que tu parles, si tu veux. Tu en parles déjà 3. Est-ce que tu parles d'autres langues de Malakula, à part le latavao? Non? Ça fait déjà 3 langues. Mais donc peut-être nous faire écouter du latavao? Ok. Namberama, ina tavao gete. Namu menevao sandege biomle. Agerumle. Je suis de Vao. Ça fait 2 mois que je suis ici. Et en Bishlama, okay. Yes. Les gens entendent les deux langues. Ok. Mi blo Vanuatu, mo island blo mi Vao. Mi kamlo Tahiti, I think naya 2 weeks na, 2 months, sorry. Merci, merci Marcel. Un peu d'occitan, Yann, tu veux bien? Quelques mots que les gens entendent, d'autres choses que le français? Oui, c'est toujours compliqué de parler comme ça au débeauté. C'est un exercice difficile. Dans sa langue,
Bus messaggi tutti per vostra accueil aqui a Tahiti, mais sui forso urus d'estre amevus autres uei. Voilà, je vous remercie pour votre accueil à Tahiti. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Miros, na oite nei ne o proprio na roto tiro Tahiti. Marurume e proprio no ta ta après on a taha et piatarea. Donc en fait mon île on dit que c'est symboliquement c'est voilà une expression qui est typique sur Taha et qui qualifie aussi mon île Taha. Donc Taha et piatarea, c'est Taha à l'amidon en fait. Pia c'est l'amidon jaune. Donc parce que à un moment donné de l'histoire, les Tahaiens faisaient en fait de l'amidon avec ce qu'on appelle, en fait, il y a une arbre qui s'appelle Pia, et donc endémique, paraît-il, et donc voilà, qui rendait en fait comment dire, comme des tubercules et tout, et qui les broyait en fait pour les faire sécher et qui devenaient jaunes aussi. Voilà, donc Taha et Piataria. Marurumeite. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de partager la parole avec le public. Si vous avez des questions, pour que la parole circule, s'il vous plaît, posez des questions brèves ou des interventions brèves, et on essaiera nous aussi d'être brefs pour que s'il y ait le plus de monde possible qui puisse parler. C'est elle qui a le micro, c'est ça ? Ben, attends, on va te passer un micro si tu veux bien. Tu peux dire quelques mots en marquisien, Ben, si tu veux faire entendre aussi ta langue. Ka hanui tātou I tēnei ai te awe ia maa o tēnei tumuhi apo. Ko koana I te maakau I te awe ia me kana hau te a eua. Je disais bonjour tout le monde d'être à l'ombre de cet arbre sacré et il fait très beau aujourd'hui. Par rapport à l'autre jour, c'était le déluge. Voilà, à peu près. Donc, effectivement, voilà notre tuhuka de l'université Milrose, Kahanoï. Donc, elle a raison que le tahitien était vraiment partout chez nous. À l'époque, on l'entendait, on l'écoutait par la radio. Donc, il n'y avait pas d'enseignement. Mais les marquisiens apprenaient le tahitien par la radio. Pas tous, hein. Mais au fait, le français, c'était notre langue véhiculaire. On venait au Tuamotu, on parlait en français. Les Tuamotu, on se comprenait. Arrivé à Tahiti également. Donc, on parlait beaucoup plus français, comme chez vous, parce qu'il y a eu l'interdiction. C'est vrai, c'est partout. Donc, pour nous, les marquis, la langue véhiculaire, c'était le français. Et aujourd'hui, j'assiste à mon âge au retour de nos jeunes étudiants qui viennent de Tahiti, qui rentrent chez eux avec un bishlamar. 10% de mon marquisien, 10% de mon tahitien, 10% d'anglais, de français. Et là, le danger, il est là. Ils se sont créés une langue, une nouvelle langue, n'est-ce pas? Voilà. Et je pense que pour nous, Polynésiens, il est temps de se réveiller et de s'approcher de cette jeunesse qui, eux-mêmes, je ne sais pas si c'est un danger, ils se sont créés une nouvelle langue, comme le Mishlama. Voilà. Par exemple, chez nous, en Marquise, avant, il n'y avait pas d'interférence dans une phrase. Et aujourd'hui, le pain à Meama. Alors là, chose que nous n'avons jamais entendue avant. Et le retour des étudiants de Tahiti, ils arrivent avec ça. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. C'est une nouvelle langue qui n'est pas officielle, mais qui est parlée, très bien parlée par la jeunesse. Voilà, merci. Merci Ben. Qui veut répondre? Il a parlé un peu de Bishlama, mais le Bishlama, en fait, c'est les jeunes hein, qui l'ont vraiment emmené, qui ont vraiment porté cette langue. Et Walter Lini, tout ça, tous ces gens-là, c'est tous ces premiers étudiants en fait, du Vanuatu qui ont réutilisé le Bishlama et qui ont propagé le message d'indépendance. Disons que c'est...
Vas-y, Marie, réponds. Vas-y. Mais en fait, disons que parce que ce qu'il cite notre collègue, donc c'est quand même un phénomène contact des langues. Et donc on ne peut pas y échapper. Mais c'est pas comme le bichlamar où c'est devenu peut-être une langue maternelle pour beaucoup d'enfants aujourd'hui. Hein. Et donc c'est peut-être pas encore le cas, mais peut-être que ça va évoluer. Mais ici, c'est quand même, enfin les jeunes connaissent à la fois le tahitien, l'anglais, le français, enfin chaque système, et arrivent en fait à voyager entre ces langues. Donc, c'est pas quelque chose de stabilisé, on va dire, comme ça. Mais ça reste toujours quand même une autre langue, on va dire, enfin, une autre langue que les autres langues polynésiennes et le français. Après, moi, je trouve que c'est pas un problème si les langues arrivent à cohabiter. Et il peut y avoir après des interférences, des mélanges de langues. Si à côté on maîtrise aussi bien le marquisien et le tahitien, c'est plus une richesse qu'autre chose. Et puis après, moi je pars du principe que les langues vivantes, ce qui fait leur particularité, c'est que justement elles évoluent sans cesse. Et qu'on peut pas. Et ça, c'est un des débats qu'on a avec l'occitan. Hein, c'est un moment où on peut pas figer la langue et dire je vais parler uniquement la langue comme l'arrière-grand-père. La société évolue, la langue évolue. La langue, elle vit. C'est un signe de vivacité, justement, quand la langue évolue. Une langue qui n'évolue jamais, c'est plus une langue vivante, c'est très très vite une langue morte. Moi, j'ai une question qui s'adresse à Marcel. On a bien compris que même si le fait d'enseigner la langue ne suffisait pas à assurer sa survie, au moins dans le cas d'occitan du tahitien, toi, Marcel, ta langue, la Kavaut, tu nous disais que tu la parlais lorsque tu étais sur ton Asara ou ton clan. J'ai cru entendre qu'à la maison, vous parliez plus Bishlama. Est-ce que le Lakavo est enseigné à l'école, petite primaire, ou est-ce que c'est que de la transmission familiale? Et auquel cas, c'est un peu rebondir sur ce que disait Mirose, si le Bishlamar devient une langue maternelle, c'est quoi l'avenir pour le Lakavaou? Alors, on partage la langue aux hommes, aux garçons. Les filles, comme elles partent de la maison, si elles perdent la langue, mais souvent c'est elles qui gardent la langue en fait. Les garçons, on a une période où on appelle la circoncision. Pendant 1 mois, ces jeunes, ils vont réapprendre, on va leur enseigner cette langue, on va leur parler tout le temps en cette langue-là, les histoires. Et c'est un peu par ces petits événements coutumiers en fait qu'on perpétue ce langage. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris un peu. C'est doublement intéressant parce que pour le coup, langue et territoire sont liés pour leur éventuelle survie. C'est-à-dire que tous les gens qui sont à Villa, par exemple, ils ont forcément ce retour pour des cérémonies sur leur île. Ça, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas des gens qui... Sur leur île ou pas sur leur île. Mais oui, c'est pas... L'île, elle n'est pas... La parole, elle n'a pas besoin de lieu pour se partager. Hein. Mais moi, j'ai appris mon langage un peu en Nouméa. J'ai fait ma circoncision en Nouméa. Dans un bush là-haut, dans la brousse là-haut, 1 mois. Et c'est là où j'ai appris les premières bases de ma langue. Hein. Aujourd'hui, tous les enfants, c'est un passage obligé, pour tous les garçons surtout. Donc, je crois que le Latavao, on le perpétue toujours comme ça, en fait, par cette langue. Et beaucoup, après, c'est vrai, la réponse, elle a du mal à venir comme ça, d'un claquement de doigts. On réfléchit. En Bishlama, on traduit en Bishlama jusqu'au langage, et après, en langage, on envoie. Je vois beaucoup de jeunes, ils font ça. Moi aussi, ça m'arrive des fois, mais en plusieurs langues, pour après revenir en Latavao. Yeah.
Moi, j'ai une question, Marcel. Qu'est-ce qui se passe pour la langue des filles, les femmes? Qu'est-ce qui se passe avec leur langue? Du coup, en fait, elles apprennent la langue de leur mari parce qu'elles changent de clan quand elles quittent la maison? La plupart, elles gardent leur langue. Elles l'enseignent à leurs filles. Donc, ça veut dire que les filles, on leur enseigne la langue maternelle quand elles sont petites. De toute façon, il n'y a pas de passage rituel durant l'adolescence où on leur apprend plus. Moi, ma femme, elle est de l'île de Tana. Ouais. Mes enfants, ils comprennent le langage de Tana parce que leur maman, elle leur a parlé de ce langage-là pendant... Elle garde son langage. Depuis petit, elle garde son langage. Mes 2 garçons, ils comprennent le latavao parce que le premier, là, le deuxième, c'est en fin d'année, mais c'est un peu le processus en fait. Donc les garçons, ils ont 2 langages, enfin 3 avec le bichlama, et les filles, elles en ont un et éventuellement le bichlama, c'est ça? Oui. Après, ils sont propriétaires de la langue. Ils choisissent de le développer ou de garder juste les bases. Donc après ça, beaucoup, on ne peut pas faire, mais on a des activités un peu cérémonielles, culturelles, pour faire passer encore cette langue-là. Si mes enfants, quand ils vont aller se faire raser, s'ils ne comprennent pas le langage, ils vont avoir du mal à comprendre la cérémonie. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu aussi. Alors, je trouve que c'est très intéressant ce que tu disais, Yann, par rapport à cette idée que la France pense qu'il peut y avoir qu'une langue. Et c'est un petit peu l'absurdité. Et Marcel est là pour montrer à quel point c'est absurde, mais on peut parler plusieurs langues. Plein de gens parlent plusieurs langues. Et c'est pas une langue ou une autre, c'est une langue et une autre. Les Tahitiens, avec le tahitien et le français, des fois des mélanges, des fois, voilà, ça évolue, mais surtout, c'est ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est la richesse d'avoir toutes ces langues et de les parler, de savoir très bien à quel moment on en parle une, à quel moment, avec qui on en parle une autre. Il n'y a pas une ou l'autre, il y a une et beaucoup d'autres. Et une dernière question de ce côté-là, et je pense après qu'on pourra clôturer cette discussion. Alors, je profite que le micro circule pour apporter une petite précision. Les choses ont bougé heureusement sur ces questions-là, entre autres grâce à la recherche en psycholinguistique. Il y a encore 50 ans, on pensait qu'un enfant ne pouvait se développer harmonieusement que dans une seule langue à la fois. Et heureusement, grâce à des travaux menés sur des cohortes d'élèves, les premières études démarrent au Canada, entre autres, on sait désormais qu'un enfant, effectivement, peut se développer harmonieusement dans plusieurs langues à la fois dès sa naissance. Et le Vanuatu est un véritable exemple pour ça. La Mélanésie en général, puisque depuis très longtemps, des auteurs comme Audricourt ont décrit ce qu'ils ont appelé un plurilinguisme égalitaire. Que Marcel a rappelé, c'est-à-dire que dans une famille normale du Vanuatu, la maman qui vient d'un autre clan est encouragée à parler sa langue à ses enfants, alors que les enfants vont grandir souvent dans le clan du papa. Et donc, dans le clan du papa, ils vont apprendre à parler la langue du papa. Et donc, tous les enfants sont nécessairement, à minima, bilingues dès leur enfance. Et donc, c'est fascinant de circuler en Mélanésie parce qu'on trouve très régulièrement des gens qui parlent 3, 4, 5 langues différentes, mais des vraies langues différentes. Ce n'est pas juste des dialectes, ce sont des langues. Et ils les maîtrisent parfaitement, ils passent de l'une à l'autre, alors que nous, péniblement, on apprend vaguement un peu le français et un peu l'anglais, et on est content avec ça. En France, on a vraiment créé des handicapés linguistiques. Ce que tu dis, c'est ce qui a été prouvé aussi par la neurolinguistique. En fait, avant en gros 3 ans, l'apprentissage des langues dans le cerveau se fait dans un endroit qui s'appelle l'aire de Broca. Et dans l'aire de Broca, toutes les langues sont là, sont mélangées. L'apprentissage, un enfant qui entend 3 à 4 langues, il intègre ces 3 à 4 langues dans cette aire-là. Au-delà, le cerveau met en place d'autres fonctionnements, et quand on n'a appris qu'une seule langue, et quand on veut apprendre d'autres langues plus tard, ce qui est le cas de la plupart des Français, en fait, on fait intervenir des parties différentes du cerveau pour chaque langue.
Et donc c'est un exercice beaucoup plus difficile. Donc voilà, la richesse, c'est d'apprendre le plus de langues possible, le plus tôt possible, dès qu'on est un bébé. Et je vous laisse la parole. Je pense aussi que les choses ont bien changé, heureusement. C'est que donc, autant la France a brillé par son monolinguisme, autant aujourd'hui brille par la diversité de ces langues, les langues de France et la langue française. Donc les langues de France, elles sont combien? 75 ? Ouais, 75 langues de France. Voilà, donc qui sont parlées aussi et qu'on nous autorise aujourd'hui non seulement à les parler, à les utiliser, mais aussi à les enseigner, à les transmettre. Je vais juste ajouter un truc, juste pour pas... Après. C'est juste qu'il ne faut pas oublier que quand on connaît une langue, on connaît une culture. Et c'est ça qui nous enrichit. C'est ça. Et avec le Vanuatu, donc voilà. Oui. J'ai une question plutôt à Jacques. Je suis tout au fond, là-bas. Voilà. En fait, moi, tu sais, j'ai vécu dans un milieu bilingue. Donc, mes parents parlaient tahitien à la maison et français. J'ai passé beaucoup de temps à l'école. Je parle très bien le français. Je suis aussi consciente que ce bilinguisme me permet de connaître très bien 2 autres langues. Donc, je parle très bien le japonais et je parle très bien l'anglais. Je comprends le tahitien. Par contre, je ne le parle pas très bien. J'ai beau prendre des cours ici et là. Il y a quelque chose qui me tracasse, en fait. Pourquoi est-ce que... Et je ne suis pas la seule de ma génération. Donc, 2 questions. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas, tu vois, alors que... Moi, je suis partie au Japon, je connaissais 0 mot. Après 1 an, je pouvais parler. Donc, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Et comment faire? Ça, c'est la question ouverte, quoi. Comment faire pour y arriver? Et pour ne pas perdre les langues, parce que moi, j'ai des enfants, on part en Nouvelle-Zélande, au bout d'un moment, ils parlent anglais, quoi. Avec leurs grands-parents, ils comprennent, ils entendent le tahitien, mais de là à converser, on n'y est pas du tout. Merci. Alors, pour la première question, je vais en quelque sorte la retourner. C'est tes parents parlent tahitien. Est-ce qu'ils t'ont parlé tahitien à toi? Oui. Est-ce qu'ils t'ont incité à répondre en tahitien? Donc, tu vas répondre, mais... Effectivement, mes parents nous parlent en tahitien. Donc, ils se parlent en tahitien, nous parlent en tahitien. Bon, l'explication que j'ai, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à l'école et qu'on m'a dit « Va à l'école, étudie. » Alors, j'ai suivi le conseil, j'ai jamais arrêté d'étudier, moi. Et du coup, je répondais en français. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu ce que disait Yann, c'est-à-dire que une langue vive, il faut qu'elle soit pratiquée, il faut qu'elle soit comprise et produite. Et demain, toi, tu peux produire à ton tour parce que il faut être entraîné à produire soi-même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le français est quand même largement dominant dans la société, dans l'espace public, et c'est vrai qu'il manque, et ça se rétrécit de plus en plus, des espaces où on entend, où on serait en quelque sorte obligé d'utiliser le tahitien pour se faire comprendre. Et du coup, on va vers la facilité. Nos cerveaux sont des grands économes, ils cherchent à être le plus efficace possible, et donc faire l'effort de passer d'une langue à une autre quand on n'y est pas tellement poussé, eh bien, c'est un effort qui fait appel à une sorte d'engagement, en fait. Et donc les enfants, eux, ils reviennent de l'école, ils ont entendu parler français pendant toute la journée, et même si les parents les sollicitent en langue polynésienne, moi j'en fais l'expérience tous les jours avec mes enfants, ils vont répondre spontanément en français. Et si nous, parents, on n'a pas le réflexe de les pousser en disant « et si on ne fait pas cet effort-là, on ne les entraîne pas à produire. Et donc, il faut faire cet effort-là. Donc, en quelque sorte, nous devons collectivement apprendre à gérer notre plurilinguisme, si on veut transmettre toutes ces langues à nos enfants, pour équilibrer à la fois la compréhension et la production dans les langues. Ça, c'était pour la première question. Et pour la deuxième question, comment faire? Je viens de répondre, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, pour tous ceux qui savent parler les langues, eh bien, il faut parler nos langues à nos enfants, mais pas simplement se concentrer sur la compréhension. Il faut les entraîner à produire.
Donc nous, notre génération, ce serait de retourner voir nos parents, de leur dire... Oui. Les grands-parents, ils ont une responsabilité énorme aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est sur eux que repose beaucoup la transmission intrafamiliale. Il y a les institutions, l'école qui peut faire quelque chose. Mais dans les familles, ceux qui ont le capital linguistique aujourd'hui, c'est la génération des grands-parents. Donc il faut absolument les informer, les convaincre de parler leur langue à leurs petits-enfants et d'être dans l'encouragement et en quelque sorte, d'attendre de leurs petits-enfants qu'ils produisent aussi en langue. Pas simplement qu'ils comprennent. Le piège est tendu puisque les personnes concernées sont là aussi. Donc voilà, merci. En tout cas, on va clôturer là-dessus. Merci à tous les 4. Merci. Et du coup, on va passer à la suite avec une présentation.